La famille, la finale contre l'Inter arrive à grands pas. Et de la même manière que le parcours jusqu'aux demi-finales, je vous mets la compilation des épisodes depuis les matchs d'Arsenal. Comme d'habitude, il y aura tous les mini-scénarios avec ma vision du Paris Saint-Germain. On s'était arrêté à l'épisode 3, donc on continue. Il reste encore une grosse vidéo qui sortira juste avant la finale, et après, on se retrouve pour le débrief du match et le film contre l'Inter. Merci à tous pour la force, on s'attrape. Ici c'est Paname. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment, au tout début de la Ligue des Champions. Premier match, 26 tirs, et on a galéré à mettre ce seul but contre Gérone. Ce but de Nuno Mendes venu d'ailleurs. Et maintenant, on est en finale. Déjà à l'époque, on jouait bien, on dominait l'adversaire, mais il y avait un problème d'efficacité. Enrique nous a lâché une information au micro de Canal+. Même quand l'équipe était au bord de l'élimination, quand les médias s'acharnaient et que certains supporters critiquaient Luis Enrique, lui, il a continué d'y croire. Il explique que quand le PSG était dans la zone rouge, il a fait plusieurs réunions avec les joueurs et son staff, pour leur dire que malgré le manque d'efficacité, le PSG était l'une des meilleures équipes de la compétition et que le classement ne reflète pas la réalité. On aurait pu se dire qu'après tous ces tirs, match après match, sans victoire, c'était frustrant, décourageant même. Mais les joueurs n'ont jamais lâché l'affaire. C'est là qu'on voit le taf de Luis Enrique. Quand on dit changer les joueurs, c'est tout un travail derrière. Gérone, Atlético, PSV, Bayern, chaque match une bataille, chaque bataille un combat. À ce moment-là, t'avais tout pour être dégoûté du foot. Mais aujourd'hui, honnêtement, je ne changerai rien de ce parcours, de ces matchs, parce que c'est ça qui rend la victoire encore plus belle. Tu gagnes et profites que quand t'as galéré. Et c'est là où on voit une grosse différence avec la finale de 2020. Mercredi 7 mai, Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain arrive avec un but d'avance sur Arsenal. On le sait, un but d'avance, c'est rien du tout. Tout est possible, surtout quand on voit l'autre demi-finale. 6 buts entre l'Inter et le Barça. Luis Enrique annonce que Dembélé est prêt, mais ne sera pas titulaire, peut-être pour éviter une rechute. De toute façon, ce PSG n'a pas besoin d'un joueur, mais de son collectif. Et c'est pas comme si Barcola n'était pas important dans cette équipe. La défense et les milieux ne changent pas. Barcola et Kvara sur les côtés, Désiré Doué dans l'axe. Côté Arsenal, Partey est de retour. Certains disent que ça fera la différence. Peut-être c'est Neymar, on sait pas. Merino repasse en pointe, c'était l'excuse de l'aller. Une chose est sûre, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Une autre chose est sûre, Arsenal va tout faire pour marquer vite et mettre la pression d'entrée. Coup d'envoi. Comme prévu, Arsenal prend le ballon. Jeu haut, agressif. Le PSG subit. On le sait, le point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. Pressing constant. Arsenal a cette capacité à étouffer l'adversaire et il étouffe le PSG. Centre, tir, touche. Chaque action amène un peu plus de danger dans la surface. Ah oui, les longues touches de Partey, qu'il faut le dire, amènent du danger dans la surface. C'est donc pour ça qu'Arsenal avait besoin de Partey. Vitinha, lui, déteste ce genre de match où tout est désorganisé. Lui, il aime le contrôle. Mais là, c'est la guerre. Hakimi bataille avec Martinelli. Mendes tente de relancer proprement. Mais Arsenal presse trop fort. Et quelques déchets dans les relances. On sait qu'il a l'habitude de Dembélé qui décroche et récupère le ballon bas. Mais là, Doué décroche un peu moins. Kvara aide sur le repli. Indispensable face à Saka qui ne lâche rien. Le PSG n'a pas l'habitude de subir comme ça. Et par réflexe, ils descendent pour défendre. Mais c'est là où tu subis le plus. Le PSG recule. Bloc bas, compact. Enrique le dira à la mi-temps. Ce réflexe de se regrouper derrière, c'est une erreur. Il faut presser, il faut récupérer le ballon, reprendre confiance. Arsenal pousse. Partey continue ses longues touches. Mais même si le PSG est désorganisé, il tient. Et surtout, le PSG a un grand gardien. Donnarumma, imprenable. Derrière, Arsenal se découvre de plus en plus. Erreur à ne pas faire avec ce PSG qui est autant dangereux en possession qu'en transition. Des occasions qui auraient pu donner l'avantage au PSG, mais qui n'ont pas été concrétisées. C'est un avertissement. Arsenal est averti. Si t'attaques trop, Donnarumma te stoppe et ta défense sera prise en compte par une attaque fulgurante. Après 20 minutes de jeu, le PSG réussit à récupérer la possession de balle et souffle un peu. Puis là, tout d'un coup franc pour Paris. Une occasion en or pour reprendre l'avantage mental. Vous vous souvenez de l'équipe du PSG sous Galtier, où l'on disait que le milieu était trop faible avec Carlos Soler et un certain Fabian Ruiz? Parfois, certains joueurs ont besoin d'un grand coach pour briller. Il arrive à être fort avec l'Espagne, alors pourquoi avec le PSG ça ne va pas? Critiqué plusieurs fois, mais l'ancien Fabian Ruiz n'existe plus. Il a progressé et enchaîne des performances incroyables en étant titulaire indiscutable dans un PSG rempli de concurrence. Ce soir, il a décidé de finir en apothéose. Le ballon lui revient. C'est simple, dans sa tête c'est maintenant ou jamais. Contrôle de la poitrine orientée, reprise pure, le parc s'élève. But magnifique de Fabian Ruiz. Soulagement, le PSG sort la tête de l'eau. Fin de la première période. 1-0, un but de plus, une manche gagnée. Arsenal a fait le jeu, mais c'est Paris qui mène. La troisième manche est pour Paris. Deuxième mi-temps. Le PSG revient organisé. On a l'impression que le discours de Luis Enrique a fait du bien. Arsenal continue de pousser, mais Paris ne cède pas.
et continuer de contre-attaquer. Puis soudain, la VAR est appelée. L'écran s'illumine, le doute s'installe et tout le stade retient son souffle. On imagine tout de suite le contact entre Hakimi et Saka dans la surface, possible pénalty pour Arsenal. Bizarrement, à cet instant, j'étais serein, parce que dans les cages, il y a Donnarumma, et ça c'est une force. Luis Enrique n'a pas seulement changé les joueurs, il a aussi changé les supporters. Finalement, ce n'est pas pour le contact d'Hakimi, c'est pour une main dans la surface, une main que personne n'avait vue. Penalty pour le PSG, curieux, mais on prend. Le tireur désigné, c'est Neymar. On est tous confiants, surtout après avoir vu la qualité des pénaltys de Vitinha, un style unique. Mais Raya, le gardien d'Arsenal, a dû se préparer pour ça. Vitinha est encore jeune, et l'expérience de Raya parle. Comme l'a dit le Ballon d'Or 2022, si le gardien arrête le penalty, ce n'est pas qu'il a été mal tiré, c'est juste que le gardien l'a arrêté. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Raya sauve les siens d'un break qui aurait fait très mal. Luis Enrique applaudit, c'est pas grave, on a confiance. Le match continue, tendu, intense, mais Paris ne recule pas. L'entrée de Dembélé galvanise le parc. Ovation. Celui qu'on critiquait pour son manque d'efficacité. Celui qui, malgré ses passes décisives, était jugé sévèrement parce qu'il ne marquait pas. Mais cette année, Dembélé, c'est un autre joueur. C'est la course au Ballon d'Or. C'est l'élite du football. Arsenal le sait, Paris le sait, le parc le sait. Et même les haineux le savent. Si Dembélé entre, c'est soit une passe D, soit un but. Et devinez quoi ? But d'Hakimi sur une passe de Dembélé. Un enroulé magnifique du Marocain qui vient récompenser son match. Et même mieux, sa saison. Énorme. Le PSG a 3 buts d'avance. Et ce PSG-là, on le sait, ne se fera pas remonter. On peut le dire, on est qualifié pour la finale. Pour la 2e fois. Et pour moi, cette finale est plus méritante que celle de 2020, avec un parcours compliqué et des confrontations face aux meilleures équipes. Je vous pose la question. Est-ce que vous y croyez en octobre ? Il y avait ceux qui regardaient les matchs, qui voyaient le jeu, la domination, malgré les scores qui ne suivaient pas. Il y avait ceux qui ne regardaient que les résultats et qui critiquaient Enrique sans voir le fond. Dans quel camp étiez-vous ? Vous êtes monté dans le train après Manchester City ? Si on écoute les supporters des autres clubs, on a eu de la chance sur le parcours. City pas en forme, Liverpool loin de son niveau habituel, Aston Villa équipe d'Europa League et Arsenal les floppers aux saisons blanches. Mais dès qu'il s'agit de comparer la Ligue 1 et la Première Ligue, tout le monde trouve des arguments. Parce que dans l'opinion publique, le PSG, ça ne serait même pas top 5 en Angleterre. Peut-être, à skip, mais nous, on est en finale. Merci Luis Enrique pour les travaux. Vraiment, on parlera de toi, de ce que tu as apporté au club dans le prochain épisode. Épisode dont j'ai déjà trouvé le titre. Si tu ne veux pas courir, quelqu'un d'autre le fera. Finale, demi-finale, huitième, demi-finale, finale. Je l'ai déjà dit, le PSG est un grand d'Europe et l'étoile ne sera que la cerise sur le gâteau. Parce que le gâteau, il est déjà fini. Inter de Milan. Cette finale, personne ne l'attendait au début. Mais elle est là et cette fois-ci Paris n'y va pas pour regarder, mais pour soulever le trophée. La route a été longue, intense, mais ce PSG-là n'a jamais semblé aussi fort. Rendez-vous à Munich pour l'histoire, pour le Paris SG, pour Paname, pour les supporters parisiens, quelle que soit la génération. Ici c'est Paris. Merci. C'est plus simple, c'est plus simple. Comment c'est un le fait, un autre le fera. Si on revient 2 ans en arrière, le PSG avait réussi à réunir plusieurs stars dans l'équipe, comme Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Hakimi. Le Paris Saint-Germain semblait invincible sur le papier. L'ambition était claire, dominer l'Europe. Mais très vite, le rêve s'est effondré. Pochettino, malgré un effectif digne des plus grands, n'a jamais réussi à imposer un style de jeu cohérent. Les individualités brillaient par moments, mais le collectif était inexistant. Résultat, élimination en 8e de finale de Ligue des Champions. Un nouvel entraîneur devrait arriver, mais personne ne se pressait pour prendre les rênes d'un vestiaire jugé ingérable. Entre les égos surdimensionnés, la pression médiatique et l'exigence constante de gagner, les candidats se faisaient rares. Finalement, le PSG se tourne vers un entraîneur français, Christophe Galtier, épaulé par Luis Campos pour le recrutement. Fabien Ruiz, Carlos Soler, Vitinha, de nouveaux visages. Il y avait déjà un début de changement avec des recrutements de joueurs inconnus. Mais le même scénario. Élimination précoce, critiques répétées, manque de collectif, rien ne changeait. Le problème devenait évident. Accumuler des stars ne suffisait pas. Les grandes individualités ne faisaient pas un grand collectif. Les entraîneurs se succédaient,
mais le résultat restait le même. La direction en prenait conscience, le projet parisien perdait en crédibilité. Les grands entraîneurs hésitaient à signer, conscients de l'instabilité du vestiaire. Trop d'ego, trop de contrats XXL, trop de pression et pas assez de liberté. Même ramener de nouveaux joueurs devenait compliqué au vu de la mauvaise pub du PSG en France et à l'étranger. Des noms circulaient, Nagelsmann, Arteta, Mourinho. Mais personne ne pouvait franchir le pas. Finalement, le PSG parvient à convaincre Luis Enrique de rejoindre le projet, mais pas sans condition. L'Espagnol pose ses règles. Contrôle total sur le recrutement, autonomie tactique absolue et un projet basé sur le collectif, pas sur les individualités. Il ne voulait pas d'un vestiaire rempli de stars. Il l'avait dit dans son documentaire. Messi, Neymar, Mbappé dans le même vestiaire, impossible pour moi, ça ne m'intéresse pas. Rapidement, le projet prend un virage inattendu. Messi s'envole pour la MLS, Neymar signe en Arabie Saoudite, même des joueurs emblématiques comme Verratti sont mis de côté. L'entraîneur espagnol estimant qu'il n'avait pas l'hygiène de vie nécessaire pour son projet. Mbappé quant à lui se retrouve dans le loft, exclu du groupe pour des histoires de prolongation de contrat. Le grand ménage avait commencé. Cette purge ne se fait pas sans bruit. Les supporters se divisent, les critiques pleuvent. Luis Enrique est jugé pour son jeu stérile, pour ses choix radicaux, pour sa gestion implacable du vestiaire. Il n'hésite pas à écarter des joueurs emblématiques, à tester différentes compositions, à bouleverser les habitudes. Pas de numéro 9, des schémas tactiques changeants, des joueurs déplacés à des postes inattendus. Personne ne comprenait vraiment où il voulait en venir. Et lui, imperturbable, répétait en conférence de presse « Mes actions parleront pour moi ». Contrairement à ses prédécesseurs, il semblait insensible aux critiques. On a donc un Luis Enrique déterminé, sûr de ses choix, prêt à tout abandonner plutôt que de renoncer à ses principes. La première saison de Luis Enrique sur le banc du PSG commence. En Ligue 1, tout se passe bien, en Coupe de France aussi. Mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Quand Paris gagne, c'est parce que l'adversaire est faible. Quand Paris perd, c'est la faute du système de Luis Enrique. Les critiques sont unanimes. Un système trop complexe, un jeu trop stérile, des choix tactiques douteux. On réclame un 4-3-3 classique. On exige que chaque joueur soit à son poste de prédilection et surtout, on demande de ménager Mbappé, de jouer sur lui, d'accepter ses caprices, de ne jamais le sortir. Mais Enrique ne cède pas. La défaite 4-1 contre Newcastle accentue les tensions. Une défaite amère, des critiques encore plus virulentes. Pourtant, Enrique reste fidèle à ses principes, ne tombe jamais sur ses joueurs, prend toute la responsabilité en conférence de presse, il est imperturbable. Ce que peu de gens comprennent, c'est qu'Enrique hérite d'un PSG en ruine, sans fond de jeu, sans cohésion. Son objectif est clair, bâtir un collectif, reconstruire une mentalité, insuffler une identité. Un processus long, laborieux mais nécessaire. Malgré tout, le PSG s'en sort. Il se qualifie en 8e de finale dans le groupe le plus relevé de la compétition. Le club élimine la Real Sociedad, puis le Barça, avant de chuter contre Dortmund. C'est insuffisant pour certains, mais la progression est là. Enrique, encore une fois dans son documentaire, le dit. L'an prochain, on sera plus fort sans Mbappé. J'aurai un contrôle total sur l'équipe. Pas parce qu'il ne considère pas Mbappé comme un crack, mais parce qu'il ne correspond pas à l'idée du collectif que Luis Enrique veut instaurer. Par exemple, Enrique n'hésite pas à le sortir contre Monaco après une mauvaise première période. Un geste fort, symbolique. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit ? Mes actions parleront pour moi. La polémique explose. On ne sort pas Mbappé. Mais selon qui ? Selon quelles règles ? Il y a 11 joueurs sur le terrain et pour Enrique, personne n'est intouchable. Pas de passe droit, pas de traitement de faveur. C'était osé, c'était risqué, mais c'était nécessaire. Et pour la première fois, une partie des supporters soutenait cette prise de position. La première saison se finit, un bilan plutôt positif, mais pour une fois, la direction et les supporters se sont rendus à l'évidence. Le PSG s'engage dans un nouveau projet, jeune, collectif, centré sur le jeu, et non plus sur les individualités. On laisse tomber la Ligue des Champions, ce n'est pas pour maintenant, pour dans 4 ans peut-être. Mbappé quitte le club pour le Real Madrid. Le recrutement est jugé insuffisant par l'opinion publique. Neves, Safonov, Doué, Pacho, des joueurs inconnus. Un recrutement digne du Celta Vigo. Pourtant, Enrique refuse de céder à la tentation des stars incompatibles avec son projet. Il prend ce qu'il y a. Il aurait pu ramener des stars, mais il les a refusées. Pas compatibles avec son projet. Est-il trop exigeant ou c'est-il exactement ce qu'il fait ? L'avenir nous le dira. La deuxième saison débute et les critiques pleuvent encore. Pour beaucoup, sans Mbappé, le PSG ne pourra jamais remplacer les 50 buts par saison qu'il a portés. Mais sur le terrain, c'est un autre PSG qui se dévoile. Plus mobile, plus collectif, chaque joueur court. Les déplacements sont fluides, l'intensité est là. Les critiques continuent, mais une minorité lucide voit le changement. Des surprises émergent, Neves, Pacho, des joueurs qui n'étaient pas attendus à ce niveau, mais qui brillent sur le terrain. Le seul problème, l'efficacité. Paris domine, mais ne conclut pas. Un manque de réalisme qui met en péril le travail colossal de Luis Enrique. Les critiques se calment un peu, certains commencent même à admettre qu'il se passe quelque chose. Paris domine ses adversaires, même après les défaites contre Arsenal, le Bayern ou encore l'Atlético. Le PSG est en difficulté au classement, mais Enrique reste impassible. Ce n'est pas moi qui vais mettre les ballons au fond. Moi, j'aide mes joueurs à se créer les occasions. L'histoire n'est pas terminée. Enrique est toujours là,
droit dans ses bottes, prêt à défendre ses choix et à imposer sa vision. Et peut-être cette fois, le PSG n'aura pas besoin de stars pour briller en Europe, mais juste d'un collectif soudé et un entraîneur qui n'a pas peur de tout reconstruire. En interne, il pousse ses joueurs à croire en leur potentiel. On est l'une des meilleures équipes de la compétition. Avec un peu plus d'efficacité, on ira loin. Tout est possible. Les décisions fortes continuent. Comme l'an passé avec Mbappé et Monaco, cette saison, c'est Dembélé qui en fait les frais, contre Arsenal. Les critiques explosent encore une fois. On ne peut pas se permettre ça contre Arsenal. Mais pour Enrique, l'essentiel c'est le collectif. Un joueur, c'est rien, c'est le groupe qui compte. Donc Dembélé, pas Dembélé, on ira en guerre sans lui. La Ligue 1 continue, Paris reste invaincu. Enrique fait tourner son effectif, personne n'est intouchable, il justifie ses choix. Il y a trop de matchs, tout le monde doit pouvoir aider, peu importe le poste. Si un joueur chipote, il ne joue pas. Avec les pleins pouvoirs accordés par le club, personne ne peut le contredire. Néanmoins, sur certains aspects, il se remet en question, libérant par exemple davantage le jeu en transition, là où au début, il ne jurait que par la possession. Cette évolution rend Paris encore plus imprévisible. Une maîtrise du ballon couplée à des centres ravageurs. Le mercato hivernal approche, et Enrique souhaite renforcer l'équipe. Kvaratskhelia est en ligne de mire. Mais pour signer, il faudra passer l'épreuve du coup de téléphone avec Enrique. Un test de compatibilité essentiel pour l'Espagnol. Le recrutement prévu doit aussi permettre à Barcola d'avoir une concurrence saine, indispensable pour tenir le rythme infernal de toutes les compétitions. Pendant ce temps, les joueurs progressent à vue d'œil. Doué entre dans une autre dimension. Fabien Ruiz gagne en maturité. Donnarumma progresse dans les airs et prend confiance. Neves, tout juste arrivé, affiche une assurance digne des plus grands. Le collectif se construit. Le jeu se peaufine. L'équipe gagne en efficacité. Et tout cela nous mène à janvier, face à un géant européen, Manchester City. Le PSG s'apprête à défier Manchester City, un géant européen. Sur le papier. Car au vu de leurs dernières prestations, les Anglais semblent moins impressionnants qu'auparavant. Pourtant, l'affiche reste un choc incontournable de la Ligue des Champions. Très vite, le match tourne mal pour les Parisiens menés 2-0. Dans un autre contexte, dans un autre PSG, ce genre de scénario aurait signé l'arrêt de mort de l'équipe. On l'a vu tant de fois, le mental craque, le collectif explose, l'adversaire déroule. Mais pas cette fois. Ce PSG version Luis Enrique est différent. Loin de s'effondrer, les Parisiens se révoltent, prennent le contrôle du jeu et finissent par s'imposer 4-2. Une remontée spectaculaire, impensable il y a encore quelques années. Le symbole d'un collectif fort, d'un groupe qui ne lâche rien. Un Ousmane Dembélé transformé depuis 2025, repositionné en faux numéro 9. Il explose littéralement sous les ordres de Luis Enrique. Pour beaucoup, cette décision semble presque anodine, voire évidente. Mais alors pourquoi personne n'avait réussi à le transformer de cette manière, même au Barça ? La réponse est simple. Luis Enrique a su exploiter tout le potentiel de Dembélé à travers un travail mental et physique colossal. Il a réussi là où d'autres ont échoué. Encore une fois, la patte de l'Espagnol fait la différence sur tous ses joueurs. Discipline, rigueur. Si tu ne veux pas courir, quelqu'un d'autre le fera. Depuis 2025, tout s'enchaîne. Élimination de Liverpool en 8e, encore un exploit sur plusieurs aspects. Déjà sur le jeu, le PSG est plus fort, donc la qualification n'est pas choquante. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le PSG, après avoir écrasé Liverpool au parc et avoir perdu 1-0, est allé à Anfield dans l'optique de renverser la situation avec un mental d'acier. Ils ont tenu 120 minutes à Anfield sans encaisser un but, c'est une dinguerie. Et le moment clé, la séance de tir au but. Aucun tremblement, aucune hésitation. Les joueurs sont unis, solidaires, autour de leur tacticien espagnol. Vous vous souvenez de cette image marquante? Le groupe rassemblé, les bras autour d'Enrique, concentré, déterminé. Une scène qui symbolise le changement d'état d'esprit, cette capacité à ne plus craquer dans les moments décisifs. Une nouvelle fois, la patte Enrique. En quart de finale, l'adversaire est Aston Villa. Démonstration de force à l'aller comme au retour des Parisiens. Mais ce n'est pas seulement le score qui impressionne. Quand ils se font remonter au score à Villa Park, en temps normal, ils auraient coulé. Là, ils ont tenu la pression. Le dernier obstacle avant la finale se nomme Arsenal. Un déplacement à l'Emirates, mais Paris ne tremble pas, victoire 1-0, match maîtrisé de bout en bout. Au retour, le Parc des Princes est en feu, le PSG s'impose à nouveau et valide son billet pour la grande finale. 2 saisons sous l'ère Enrique, une demi-finale puis une finale. Et à chaque fois, le parcours le plus difficile possible. Pas de chemin facile, pas de petit tirage. Le PSG s'est imposé face aux géants d'Angleterre, au club historique et a montré un visage conquérant. Aujourd'hui, malgré les critiques incessantes, malgré les doutes des débuts, l'équipe de Luis Enrique est devenue l'une des meilleures d'Europe et du monde. Le plus impressionnant, ce n'est pas seulement le jeu, mais le mental, cette capacité à se relever, à ne jamais lâcher. Luis Enrique a tenu tête aux critiques et aux polémiques. Il a imposé sa vision, son projet, même quand tout le monde doutait. Mes actions parleront pour moi, avait-il dit lors de sa première conférence de presse. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi proche de tenir cette promesse. N'oublions pas, il a récupéré un PSG en miettes, un PSG où tout le ménage était à faire. Il a tout changé. Et derrière, le PSG va continuer de progresser. Il a fait passer le Paris Saint-Germain dans une autre dimension, où le club pourra attirer les meilleurs joueurs. Mais cette fois, ça ne sera pas pour l'argent, mais pour le projet sportif, où les joueurs savent
que s'ils ne mouillent pas le maillot, ils ne joueront pas. Plus personne critique, ou plutôt personne ne peut critiquer. Il a convaincu tout le monde du football. Il y a 2 saisons, c'était une fraude. J'y fis des idées de génie. Et là, il a un match de la première étoile du PSG. À un match de planter le drapeau du Paris Saint-Germain à Munich. On était dans le train depuis le début. Et heureusement, il y a encore des gens qui regardent les matchs et qui n'écoutent pas ce qui se dit dans les médias. Luis Enrique est supporter parisien. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo sans merci de Luis Enrique. Restez branchés pour le prochain épisode. Ici c'est Paname. Sans match à la tête du PSG. Déjà, l'homme qui a changé toute une équipe, tout un système, tout un club. Un homme qui a aussi été énormément critiqué pour ses décisions, et même critiqué d'être ce qu'il est. Mais maintenant, il a 100 matchs à la tête du PSG. On a dit qu'il se prenait pour un génie, qu'il faisait des tactiques complexes pour rien, et qu'il faut jouer simple parce que le foot c'est simple. Mais lui, il voulait juste des joueurs qui puissent jouer à chaque poste. Qui va remplacer Hakimi en cas de blessure? Mais non, il faut faire un 4-3-3 et ne pas faire tourner l'effectif, cramer les joueurs et enchaîner les blessures. Plus de 100 critiques, mais maintenant, c'est 100 matchs au PSG. Il ne veut pas de joueurs qui ne mouillent pas le maillot, mais il fallait pas sortir Mbappé à la mi-temps contre Monaco. Luis Enrique a dit à son arrivée au PSG, mes actions parleront pour moi. Et 100 matchs plus tard, on voit la différence. Quel coach aurait pu se priver de son meilleur atout pour le déplacement à Arsenal? Personne n'était d'accord. Lui voulait montrer l'exemple. Peu importe ton statut ou le match, c'est le collectif qui jouera et non un joueur. Et j'assumerai les conséquences de la défaite. Mais au moins, les joueurs savent à quoi s'en tenir. Et 100 matchs plus tard, on voit un Dembélé totalement transformé. Je ne veux pas un joueur à 50 buts, mais plusieurs joueurs à 20 buts. Et 100 matchs plus tard, devinez quoi? Parmi les entraîneurs qui ont dirigé au moins 50 matchs de C1, Luis Enrique sur sa carrière a le meilleur ratio de taux de victoire, devant Guardiola. Et dans la plupart des défaites, ce n'était même pas mérité. Il a dit c'est pas à lui de mettre les ballons au fond, il doit juste amener son équipe à créer les occasions. 100 matchs à la tête du PSG. Après une année à le critiquer, tout le monde retourne sa veste. 100 matchs. Et sans mauvais jeu de mots, on peut dire que sans Enrique, nous supporters parisiens, on aurait vraiment fini par ne plus rien espérer du PSG sous QSI. On prend du plaisir tout le temps, dans tous les matchs. Les journalistes ne peuvent plus rien dire. Tous les coachs d'Europe ont peur du PSG. Énormément de joueurs maintenant choisissent le PSG par rapport à d'autres clubs d'Europe. On remonte des scores après être mené, sans stress et sans pression. N'ayons pas peur de le dire. 100 matchs. Et Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. L'année dernière, c'était demi-finale. Et cette année, c'est finale. 100 matchs, sans drama. 100 matchs, sans star. 100 matchs, mais un collectif. Merci Enrique pour le changement. Tu as demandé de rester 100 matchs de plus. Alors on continue l'aventure. Et on veut des victoires par centaines. Allons chercher cette Champions League. Et même dans la défaite, nous, supporters parisiens, on est avec toi. Parce que ce qu'on vit, c'est déjà énorme. Le nouveau PSG vous a prévenu. On va s'installer en Europe pour des années. Luis Enrique est supporter parisien. Merci. We all been saying that in France for a very long time is if Ousmane can finish what he starts, he will be one, if not the best player in the world. Qui de Yamal ou de Ousmane Dembélé mérite de gagner le Ballon d'Or? Faut le dire, ces deux joueurs sont exceptionnels. Et pour moi, ils ont le même profil de jeu. Je pense qu'actuellement, on n'a pas mieux dans le football et c'est bien l'un des deux qui remportera le Ballon d'Or cette saison. Avant de rentrer dans les détails, on va rappeler les règles du Ballon d'Or. Première chose à savoir, c'est que le Ballon d'Or depuis 2022 se joue sur sa saison et non plus sur l'année civile. Donc cette fois-ci, c'est de août 2024 à juillet 2025 qu'il faut prendre en compte. Les critères de sélection sont simples. Performance individuelle, avec le niveau de jeu, les statistiques et l'impact décisif. Performance collective, avec les titres remportés avec le club et la sélection. Et enfin, la classe et le fair play, c'est-à-dire l'attitude sur et en dehors des terrains. Généralement, au niveau des performances collectives, quand c'est une année de compétition internationale comme la Coupe du Monde, l'Euro ou la Copa, c'est ce qui prédomine. Et dans les années creuses, sans grande compétition, c'est la Ligue des Champions qui prime. Mais les trophées collectifs ne suffisent pas toujours. On se souvient du Ballon d'Or en 2013 donné à Ronaldo alors que Ribéry avait tout gagné collectivement. Ronaldo avait convaincu les votants par son nombre de buts sur la saison et son titre de meilleur buteur en Ligue des Champions. Il avait impressionné par ses statistiques individuelles. Donc, c'est des critères, mais selon les journalistes qui votent, les priorités ne sont pas les mêmes. Maintenant, on va regarder tous les critères ensemble entre Yamal et Dembélé, que ce soit sur l'individuel, le collectif, le fair play. Ça va être totalement impartial, juste une liste de faits. Et dans un deuxième temps, je donnerai mon avis. J'attends le vôtre en commentaire, dans le respect, parce que les deux sont de grands joueurs. Si on refait le parcours d'Ousmane Dembélé cette saison, c'est 21 buts et 6 passes D en 28 matchs en Ligue 1.
et 8 buts et 4 passes D en 14 matchs de Ligue des Champions. Pour Yamal, on est seulement à 3 passes D et 5 buts en 13 matchs de Ligue des Champions, donc un match de moins, sachant que Dembélé n'est pas toujours titulaire en début de match, comme face à Arsenal au match retour ou à City en phase de groupe, où il est rentré à la mi-temps. En Liga, Yamal compte 8 buts en 33 matchs et 13 passes D, donc 21 actions décisives en 33 matchs. Dembélé, c'est meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1. Yamal, c'est meilleur passeur de Liga, mais 24e meilleur buteur. Et ça peut jouer en sa défaveur pour un ailier au Ballon d'Or. En C1, Dembélé est devant Yamal dans les classements des passeurs et buteurs. Il lui reste encore un match, et pas n'importe quel match, une finale de Ligue des Champions, pour apporter ce premier trophée de l'histoire du PSG. Donc là, déjà, statistiquement, Dembélé est au-dessus. Et je vois venir certains qui vont comparer la Ligue 1 et la Liga. Mais en regardant les matchs, il y a beaucoup plus d'espace en Liga qu'en Ligue 1. Contre le PSG, les équipes jouent en bloc bas, donc il y a moins d'espace. Mais c'est difficile de comparer. Alors on va parler de la Ligue des Champions. Et ce n'est pas parce que je suis supporter parisien, mais en toute impartialité, le parcours n'est pas le même. Quand Dembélé doit jouer contre l'Atlético, le Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Aston, c'est compliqué. Et il a été décisif contre l'Atlético, City, Stuttgart, Brest, Liverpool, Aston et Arsenal. Donc déjà Dembélé a un parcours plus important, plus difficile et en plus il est plus décisif. Et dans ces matchs-là, il portait son équipe dans bien des aspects. Et là, je n'ai parlé que de la Ligue des Champions. Pas de Ligue 1, pas de Liga. Le Barça a eu un parcours très faible. Et Yamal, si on devait prendre un exemple, n'a pas marqué contre le Bayern. Il a une passe D sur le 4e but, mais il y a eu triplé de Rafinha et 2 passes D de Fermin Lopez. Donc par exemple, pour le Bayern, qui était un des matchs les plus durs pour le Barça, on ne peut pas le mettre dans la liste des matchs références de Yamal. Qui a vraiment porté son équipe sur ce match? Fermin, Rafinha. Et c'était vraiment l'un des seuls gros matchs avec l'Inter et aller Dortmund à la limite. Et même contre Dortmund, au match retour, c'était fait 3-1, où Yamal était transparent. Et au match aller, c'était plus Rafinha et Lewandowski qui étaient beaucoup plus percutants et importants dans le match. Certains supporters catalans parlent de Monaco, mais Monaco, c'est la Ligue 1. Et en plus, Monaco a gagné. Dembélé, lui, s'est doublé contre Monaco et victoire 4-1. Juste des stats. D'un autre côté, Dembélé a des matchs références contre City, Arsenal, Liverpool, dans des matchs où il fait gagner son équipe. Le match aller-retour de Yamal contre l'Inter est incroyable et c'est un match référence, mais malheureusement il n'a pas réussi à porter son équipe jusqu'à la finale. Et ce n'est pas avec seulement 2 matchs références sans qualification au bout que tu peux attribuer le Ballon d'Or. Dembélé du coup a plus de matchs références et compte de grosses équipes cette saison en Ligue des Champions. Maintenant, si on regarde les buts en Liga, Yamal était inexistant en début de saison et on n'entendait pas du tout parler de lui. Et si on regarde les matchs contre le top 3 de Liga, c'est 4 rencontres contre l'Atlético avec un seul but. Par contre, là où on peut dire qu'il a été performant, c'est contre le Real Madrid. Et là, il n'y a rien à dire sur ce point. Du coup, au niveau des statistiques, factuellement, on peut donner le point à Dembélé. Le deuxième critère, c'est sur les trophées collectifs. Niveau national, les deux ont reporté tous les trophées possibles. À moins que Paris perde contre Reims en finale. Donc ce qui va trancher sur ce critère, ce sont les autres trophées. La Ligue des Champions, comme je l'ai dit, ce n'était vraiment pas le même parcours. Et on n'a pas entendu parler de Yamal avant la double confrontation contre l'Inter, qui est une référence, mais il n'a pas réussi à aider son équipe à se qualifier. Et c'est ce qu'on demande aussi à un Ballon d'Or, pouvoir porter son équipe jusqu'à la victoire finale. Ok, il nous a impressionnés par ses percussions, le danger qu'il apporte et ses frappes, mais derrière, le manque d'efficacité ou les grands gardiens qu'il affronte, ça compte. Comme quand on critiquait le manque d'efficacité du PSG en début de saison. Dembélé, lui, est encore en compétition et peut avoir l'opportunité de gratter des points. Et il a beaucoup de moments marquants dans ses confrontations. Comme le but face à Liverpool qui les emmène en prolongation, la double confrontation contre Arsenal ou même son entrée contre Manchester City qui change toute la physionomie du match. Car pour vous le rappeler, il était remplaçant. Aussi, il faut prendre en compte le fait que si le PSG remportait sa première Ligue des Champions de l'histoire, ça rajouterait du poids dans ce que dégage le parcours de Dembélé en Ligue des Champions, tout comme Messi avec sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. Du coup, il reste la Ligue des Nations, mais qui n'a très peu de poids sur le Ballon d'Or. Ça reste quand même une bonne opportunité pour Yamal ou Dembélé puisqu'ils s'affrontent en Ligue des Nations juste après la finale de Champions League. Donc on aura un Yamal vs Dembélé. Ce n'est pas un trophée majeur, mais vous savez très bien que ça peut mettre en lumière certains moments comme des buts, des actions, etc. pour les deux joueurs. Et enfin, la Coupe du Monde des clubs. Et là encore, je vois des personnes qui disent que ça n'a pas de valeur. Mais selon qui? C'est la première année, rien n'a été communiqué là-dessus à ma connaissance, donc on ne sait pas. Tout comme la Ligue des Nations, c'est encore plus de matchs pour être mis en avant, là où Yamal n'y participera pas, malheureusement. Donc côté performance collective, le point va à Dembélé, sous réserve de la suite. Donc finale de Coupe de France, finale de Ligue des Champions, la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. Sur le troisième critère, les deux sont ok, pas d'histoire, que des joueurs qui kiffent, qui nous donnent du plaisir, donc le fair play, c'est pas un critère qui va les départager. Maintenant, je vais ajouter un autre critère qui n'est pas officiel mais qui pour moi apparaît dans tous les votes et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de scandales dans l'histoire du Ballon d'Or. C'est la sensibilité aux joueurs et la magie que le joueur de foot peut apporter. Parce que oui, il y a les 3 critères officiels, mais on sait très bien que certains journalistes votent tout simplement pour le joueur qu'ils trouvent le meilleur de par ce qu'il procure. Et là, c'est indiscutable, c'est propre à chacun.
Là où on peut être d'accord, c'est que les deux joueurs apportent de la magie. Surtout Yamal qui est un crack et qui donne envie de regarder le Barça juste pour le voir jouer, surtout à 17 ans. Et quand je dis 17 ans, c'est pas un argument, il y a déjà le Golden Boy pour ça, mais ça reste impressionnant. Par contre, je crois que certains ont oublié qui était Ousmane Dembélé. De par sa position dans l'axe, on le voit moins dribbler, mais en première partie de saison, quand il jouait sur le côté, il passait quasi à chaque fois. Que ce soit en C1 ou en Ligue 1, personne ne pouvait le stopper dans les petits espaces. Déstabilisation, pied gauche, pied droit, il passait partout, petit pont, grand pont, il traversait tout le terrain. Et arrivé au dernier geste, c'était compliqué pour lui, par manque de lucidité et de fatigue. On le disait tous, Dembélé avec la finition, c'est le meilleur joueur du monde. Je repense juste au petit pont qu'il a mis à Bernardo Silva contre City et cette frappe puissante sur la transversale, c'est passé inaperçu parce que c'est Dembélé. Mais niveau dribble, Dembélé actuellement c'est la référence, il n'a rien à envier à Yamal. Les deux mangent à la même table, le seul truc que je peux donner à Yamal en plus, c'est qu'il arrive à combiner dribble sur longue distance et bonne finition. Et ça, c'est très fort. Mais dans le cas où l'on compare la percussion et les occasions créées, Dembélé c'est trop fort. Juste si on regarde les chiffres de cette saison sur les occasions créées, les passes clés, etc., ils ont à peu près les mêmes statistiques, pour moins de minutes jouées pour Dembélé. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, ce sont tous les deux des cracks, et même Ronaldinho l'a dit récemment, le joueur qui lui ressemble le plus actuellement c'est Dembélé de par son style déroutant, sa provocation, son imprévisibilité. Dembélé est décisif toutes les 66 minutes contre 107 pour Yamal. Et encore une fois, le parcours du PSG est plus dur en Ligue des Champions. Donc pour moi, si un journaliste vote en fonction de sa sensibilité, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me choque pas. Et on sait très bien que certains votent en bypassant les critères. Par contre, si on suit les critères officiels du Ballon d'Or, c'est Dembélé qui doit passer devant, puisqu'à tout point de vue, il a plus réussi sa saison que Yamal. Et comme je vous l'ai dit, en termes de magie, les deux la portent. Pour tous ceux qui disent Yamal Ballon d'Or parce qu'il a marqué un beau but contre la Sociedad, Arjen Robben aussi en mettait chaque week-end des buts comme ça, il n'a jamais eu le Ballon d'Or. Il y a déjà un trophée pour le plus beau but de la saison, et ça n'a rien à voir avec le Ballon d'Or. Sachant que Dembélé aussi a mis des buts incroyables cette saison, donc ce n'est pas un critère à prendre en compte. N'oubliez pas aussi ce qui s'est passé l'an passé entre Vinicius et Rodri. Celui qui a apporté le plus de magie, c'était Vini. Il faisait une saison incroyable, mais c'est Rodri qui l'a eu. Peut-être à cause du troisième critère, je ne sais pas, je pense pas et on saura jamais. Dans tous les cas, on peut se baser uniquement sur du factuel, sur des faits. Dembélé est devant Yamal car ils ont exactement le même profil avec un avantage pour Dembélé sur le parcours en Ligue des Champions. Plus le fait d'avoir été décisif pour son équipe dans les plus grands matchs. Maintenant, ce n'est que mon avis et je suis personne. Je me base juste sur des faits réels et sur le passé des autres cérémonies du Ballon d'Or. Et vu ce qui s'est passé l'année dernière, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et que juste le côté hype, le côté marquant prenne le dessus. Et le fait que ce soit Yamal, 17 ans, Barcelone, lui donne le Ballon d'Or. Mais dans ce cas-là, autant enlever les critères et il y a beaucoup de Ballons d'Or du passé à faire sauter. J'attends votre avis en commentaire les gars, mais dans le respect, sachant que les deux méritent et que ce sont de très grands joueurs. On s'attrape. Ici c'est Paname. Bradley Barcola est arrivé en 2023 dans un Paris Saint-Germain totalement en reconstruction, avec un effectif renouvelé, de nombreux nouveaux joueurs et surtout un nouvel entraîneur, Luis Enrique. Un coach qui tenait absolument à faire venir le jeune talent de l'Olympique Lyonnais. Depuis plusieurs mois, certains évoquent une période compliquée pour Barcola, au point de parler de vente. Mais qu'en est-il vraiment? Bradley Barcola est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football français et mondial. Né le 2 septembre 2002 à Villeurbanne, il grandit dans une famille passionnée de football. Son frère aîné, Malcolm, est gardien international togolais. Très tôt, Bradley montre un talent naturel pour le ballon. Il débute à Villeurbanne en 2008, mais c'est lors d'un tournoi en salle à Vaux-en-Velin qu'il est repéré par hasard, en tapant le ballon contre un mur en attendant le match de son frère. Alain Zocovelli le remarque et l'intègre à l'académie de l'Olympique Lyonnais en 2010. Pourtant, Barcola n'a jamais été perçu comme un crack. Il n'était pas le joueur dont on parlait quand on évoquait la génération 2002 de l'Olympique Lyonnais. Jugé trop maigre, pas assez dominant, beaucoup doutaient de lui. Mais sa famille y croyait, et lui aussi. Il a toujours affirmé que le travail allait changer sa vie, et il l'a prouvé. Nonchalant en apparence, Bradley est un vrai bosseur. Entraînement le matin avec l'Olympique Lyonnais, travail personnel le soir, répétition des gestes techniques, amélioration physique. En 2021, il signe son premier contrat professionnel avec Lyon, mais c'est la saison 2022-2023 qui le révèle véritablement. Rapide, technique, polyvalent, il devient un pilier offensif, inscrit des buts, offre des passes décisives et attire l'œil des plus grands clubs. En août 2023, il franchit un cap et rejoint le PSG pour 45 millions d'euros. Son départ, d'un coup, et sans remplaçant pour l'OL, crée des tensions. Rares sont les joueurs formés à Lyon rejoignant directement Paris. Un vrai tournant dans l'histoire du club. L'an passé, avec la présence de Mbappé, il ne pouvait pas vraiment s'exprimer totalement sur le côté gauche. Mais
il montrait déjà de la qualité et a apporté énormément au club en Champions League. Cette saison, Barcola a commencé de manière fulgurante, avec un enchaînement de buts incroyable et a fini même meilleur buteur de Ligue 1 pendant plusieurs matchs. Il a aussi été bien classé dans les meilleurs passeurs de Ligue 1. En fin de première partie de saison, il connaît une baisse d'efficacité comme l'ensemble de l'équipe. Rien d'alarmant. Il a 22 ans et c'est normal d'avoir une baisse de régime. Et encore une fois, l'ensemble de l'équipe n'était pas efficace. Pour Luis Enrique, c'est simple. Pour devenir fort, rester en alerte et continuer à progresser, il faut de la concurrence. On arrive au mercato hivernal. Le PSG est en mauvaise posture en Ligue des Champions et toute l'équipe manque d'efficacité. Luis Enrique va alors renforcer le côté gauche avec un joueur capable d'évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Il y a déjà Barcola à ce poste et comme souvent, dans ces cas-là, la concurrence peut être à double tranchant. Beaucoup ont alors critiqué ce choix, certains pensant que Barcola allait simplement devenir le remplaçant de Kvaratskhelia. Mais c'est mal connaître Luis Enrique. On l'a vu ensuite, les deux peuvent cohabiter dans le 11 de départ, grâce aux permutations constantes mises en place par l'entraîneur espagnol. Et contre toute attente, cette concurrence a été bénéfique pour Barcola. Il a su répondre présent en redevenant décisif et en marquant plusieurs buts. La concurrence dans le foot peut te faire progresser ou t'éteindre. Barcola, lui, en a tiré le meilleur. Ce qui rend Luis Enrique si intéressant, c'est justement sa capacité à faire évoluer son attaque, à permuter les joueurs selon les besoins. Barcola peut jouer à gauche, à droite, en pointe, et avec l'enchaînement des compétitions, les opportunités de jeu ne manquent pas. Et pourtant, dans l'opinion publique, Barcola serait devenu une fraude, un joueur surcoté. Pourquoi ? Parce que depuis quelques semaines, il ne marque pas beaucoup. Mais ceux qui ne regardent que les statistiques passent complètement à côté du jeu. Barcola reste ultra décisif. Il aligne les passes, crée du danger, joue pour l'équipe avant de penser à lui. Il attire les défenseurs, libère des espaces et fait souvent le bon choix, la passe au bon moment plutôt que le tir forcé. Il ne cherche pas à gonfler ses stats. Oui, il peut parfois rater des occasions devant le but et manquer de finition. Mais ce n'est qu'un manque de confiance, rien d'inquiétant et ça se travaille. Comme le PSG l'a fait cette saison et comme Dembélé avec son efficacité offensive. En réalité, ces statistiques globales parlent d'elles-mêmes. 35 buts ou passes décisives cette saison. Et ça, c'est censé être une mauvaise saison ? Quand on entend qu'il faudrait le vendre ou qu'il n'est pas un crack, c'est une dinguerie. Certains oublient vite. Il suffit de se souvenir de ce qu'il a fait face à Manchester City. Le petit pont, le débordement pour servir Dembélé sur le premier but. Puis l'égalisation côté droit. Ces actions ont permis au PSG d'arracher un barrage en Ligue des Champions. Sans Barcola, le PSG ne serait peut-être même pas en finale aujourd'hui. Et comme tous les cadres de cette équipe, il est un élément majeur de la réussite parisienne cette saison. On peut même aller plus loin. Barcola pourrait bien être décisif en finale. Et en vrai, il sera décisif, que ce soit dans le jeu, par une passe D ou une action clé. Il est tout simplement l'un des meilleurs ailiers de sa génération. Et vendre un joueur qui a été 35 fois décisif dans un football avec autant de matchs serait une énorme erreur. Quand il est sur le banc, ce n'est pas une sanction, c'est un choix tactique. Luis Enrique adapte son système à l'adversaire. Contre des blocs bas, il peut préférer un profil comme Doué. Mais en transition, quand il faut attaquer la profondeur, Barcola est souvent titulaire. Et au-delà de l'attaque, il apporte énormément dans le repli défensif, il mouille le maillot, il ne triche pas. Aujourd'hui, oui, Bradley Barcola traverse une période compliquée. Mais il est jeune, il apprend, il progresse chaque semaine. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de critique ou de doute. Comme l'a dit Enrique en conférence de presse, quand il est fort, tout le monde parle de lui en bien. Et quand il a une baisse de régime, au lieu de le soutenir, on le critique. Bradley Bambi Barcola est l'un des meilleurs ailiers du monde. Et quand il va améliorer sa finition et sa confiance, il sera un vrai monstre. Laissons-lui le temps, tout comme Dembélé qui a été critiqué et qui finit favori du Ballon d'Or. Ce dont il a besoin, c'est de confiance et de soutien de la part des Parisiens. Ne pas oublier, Bradley fait partie du futur du PSG et fait partie de la génération du nouveau projet Luis Enrique. Barcola est supporter parisien. Merci. Somos el mejor equipo de Francia de largo, lo hemos demostrado todo el año y ahora el que se quiera bajar del barco que se baje. Nosotros seguimos fieles con nuestra idea y a ser valientes. Comment Luis Enrique a-t-il transformé son équipe ? Le PSG va jouer la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Deuxième finale, oui, mais cette fois avec un parcours bien plus intense, bien plus fort, bien plus collectif. Une équipe soudée, différente. Ce n'est plus le PSG starifié des années passées, mais une équipe transformée. Une équipe qui a mis l'Europe d'accord. On le doit à un seul homme, Luis Enrique. Mais qu'a-t-il fait pour transformer ses joueurs ? Lo que he visto, lo firmo para el martes en Londres. Un equipo que hace 30 ocasiones de gol, lo firmo ahora mismo. No firmo el resultado, evidentemente. No estoy cero preocupado. Cuando tú tienes un equipo que no especula, que juega a atacar, que presiona alto, que no para de correr, si luego no está acertado en las ocasiones de gol, si luego su portero hace paradas increíbles, forma parte del fútbol, esto lo acepto. Rien n'a été simple au début. L'année dernière, malgré une saison globalement correcte, tous les regards étaient fixés sur Mbappé. Sans lui, beaucoup disaient que Paris ne serait plus qu'un géant sans force. Mais Enrique, lui, avait une autre vision. Sans Mbappé, on marquera plus, on jouera mieux ensemble. Et il avait vu juste. Cette saison, le PSG a multiplié les buts, les buteurs, les combinaisons. Yo sigo pensando
que somos mejores en ataque y en defensa, y los números están ahí. Pero también pienso que siempre es muy difícil decirle a un jugador del nivel de Kylian Mbappé, y que fue una pena, lo dije en su momento, lo puedo decir ahora, pero creo que el equipo y los jugadores han tomado esto como un reto. Nos hubiera encantado tener a Kylian y los jugadores seguro, por el cariño que le tenían a Kiki, pero creo que el equipo está respondiendo a un nivel espectacular. Os dije que me encantaría que hubiera, en vez de un jugador que marque 40 goles, 4 que marcaran 12 cada uno. Ya hay 2 que han superado con creces esos números y invitamos a los demás, y ese es nuestro objetivo como equipo, mejorar. Creo que la madurez del equipo ante una situación que no queríamos. Pourtant, on se souvient d'une première phase de Ligue des Champions compliquée, d'un classement UEFA inquiétant, que ce soit cette saison ou l'an passé. On se souvient de Fabien Ruiz, sous Galtier, l'an passé ou au début de saison, critiqué à chaque match, presque poussé dehors, qui maintenant est devenu titulaire indiscutable. De Vitinha, qui a véritablement explosé et progressé depuis l'arrivée d'Enrique. De Marquinhos, devenu plus solide mentalement. De Dembélé, transformé par rapport aux saisons précédentes. Lo mejor que he hecho yo con Dembélé ha sido que no jugara el día ese que me criticó todo el mundo en Londres, creo que fue, ¿no? Ese yo creo que es mi mejor decisión a lo largo de este año, porque el resto lo ha hecho Ousmane Dembélé con sus compañeros y su equipo. Su calidad, su confianza, lo que tiene como jugador lo ha hecho él solo. En cambio, lo de Londres, esa fue una decisión mía muy importante, yo creo. De Donnarumma, enfin serein, plus précis dans ses relances. Est-ce que vous en avez parlé avec lui de ces histoires de sorties aériennes? Parce qu'on a l'impression qu'il est en train de progresser dans ce registre. Voilà, est-ce que vous avez échangé avec lui? Est-ce que vous trouvez qu'il progresse aussi sur cet aspect-là? Merci. No tengo nada que decir sobre este tema. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Et plus frappant encore, l'infirmerie vide, la salle de soins abandonnée, aucune polémique, aucun excès. Luis Enrique n'a pas seulement transformé des joueurs, il a transformé un groupe. Certains diront qu'il a eu ce que les autres n'ont pas eu, la liberté totale. C'est vrai, mais cette liberté, encore faut-il savoir quoi en faire. Car avoir les pleins pouvoirs, c'est aussi devoir assumer chaque décision, chaque critique, chaque échec. Qui, sous l'ère QSI, aurait osé laisser Dembélé à Paris pour des raisons non sportives en pleine phase de poule, alors que Paris avait besoin de points? Yo soy muy sincero, pero no voy a hacer de esto una telenovela. No ha habido ninguna discusión entre el jugador y yo, porque además es totalmente falso, es mentira. No hay un problema entre el jugador y el entrenador, hay un problema con el jugador y sus obligaciones dentro de un equipo, nada más. Pero se subsana en 5 minutos. Nada más que añadir este tema. Parece que nunca hemos perdido. Con Ousmane Dembélé perdimos en Newcastle también, ¿no? Perdimos en Milán, perdimos en Dortmund, perdimos en casa contra el Barça. Ay, qué miedo, da miedo. Qui aurait été aussi honnête avec Xabi Simons, en lui disant clairement qu'il ne pouvait pas lui garantir du temps de jeu, alors que le PSG avait besoin d'une profondeur de banc. Même le mercato a été vu comme celui d'un club d'Europa League. Aujourd'hui, personne ne pense au prochain mercato. Tout le monde est serein, parce qu'il y a une direction claire, un cap, un groupe fort. Et tout cela, c'est aussi parce que Luis Enrique a accepté d'endosser toutes les responsabilités, même dans les tempêtes. Bajar el nivel de activación negativa y de energía negativa, y mañana tranquilamente hablaremos sobre el partido. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, pero no creo que haya nadie que haya visto el partido que pueda decir que esto es un resultado justo. O sea, es totalmente injusto, pero el fútbol es injusto. ¿En qué puedo mejorar? A partir de mañana, hoy no, porque es un día de mierda. A partir de mañana empezaremos a pensar en qué cosas podemos mejorar, si es que podemos mejorar algunas, que seguro que sí, porque hay aspectos de mejora. Avoir les clés du camion, c'est aussi accepter que si tout va bien, c'est grâce à toi, et que si tout va mal, ce sera de ta faute. Et au début, ça allait mal. Chaque conférence de presse était tendue, les critiques pleuvaient, sur l'entraîneur, sur les joueurs, sur le club. Et malgré tout, Enrique a tenu. Il aurait pu se renier, céder, changer de méthode. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à ses principes. Ses idées, elles ont été critiquées de toutes parts. Je ne veux pas de joueurs qui demandent un poste précis. On jouera mieux sans Mbappé. Je veux une équipe où tout le monde marque. Je veux de la permutation constante. Je veux de la concurrence. Des phrases simples, des concepts qui ont choqué dans le football.
On le traitait d'orgueilleux, de prétentieux. On lui reprochait de ne pas faire un classique 4-3-3, de trop réfléchir, qu'il se prenait pour un génie. Deux chemins s'offraient à lui, céder à la pression ou rester fidèle à sa vision. Et pourtant, malgré un début de campagne européen chaotique, Enrique a persisté. Moi, je ne vois pas un joueur qui progresse. Vitinha, je maintiendrai toujours que c'est un 8 et que ça n'est pas un 6. Fabian Ruiz, avec l'Espagne, c'est un joueur de foot. Avec le PSG, c'est un fantôme. Bambi, en Ligue des Champions, il n'a pas encore le niveau Ligue des Champions. Dembélé est probablement un de ceux qui fait le plus grosse différence sur le côté. Mais en phase de conclusion, il n'y a plus rien. Asensio, c'est même pas qu'il a progressé, lui, c'est carrément qu'il a régressé tellement il n'existe plus. Hakimi, qu'on ne me dise pas qu'il l'a fait progresser. Il a eu des hauts, des bas dans sa carrière, mais ça reste un bon joueur. C'est pas Luis Enrique qui l'a fait progresser. Nuno Mendes, le latéral qui montait et tout, il n'existe plus. Marquinhos, il n'a pas attendu Luis Enrique pour avoir le niveau qu'il a. Donc qu'on me dise, qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club, à part cette touche un peu de folie, d'invention, de conférence de presse délirante. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en finale. Et au final, quel chemin a-t-il choisi? Juste avant la finale contre l'Inter, quel chemin a-t-il choisi? Serait-il en finale avec un chemin différent? Tout était fait pour qu'il choisisse le premier chemin, surtout quand on voit le classement du Paris SG en Ligue des Champions. 26e. 26e, c'est exactement ce que voulaient les anti-PSG. Ça justifiait tout. Le PSG a fait recrutement d'Europa League. Sans Mbappé, c'est mort, ça passe pas les poules. Pas de buteur, pas de grosse tête. Et le coach se prend pour un génie. Mais aujourd'hui, Paris est en finale. Et il n'a pas trahi ses idées. Ce qu'il a mis en place repose sur une vérité simple. Le collectif avant l'individuel. Ce sont des choses qu'on apprend tout petit. Mais les appliquer dans un vestiaire professionnel, où chaque joueur joue aussi pour sa carrière, ses stats, c'est un autre niveau. Et avec du recul, c'est logique. Comment faire pour faire en sorte que deux personnes qui convoitent la même chose et en concurrence s'entraident? C'est là que le génie de Luis Enrique prend tout son sens. Il a réussi à faire comprendre que dans cette équipe, on court pour l'autre. Tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a jugar sin Kylian. 100% decisión del entrenador. Y como entrenador, mi objetivo es siempre buscar lo mejor para el equipo. Est-ce qu'il y a un problème avec lui? Qu'est-ce qui vous fait penser que votre équipe a plus de chances de gagner le match sans lui? No voy a entrar en este juego. Yo soy un profesional y esa contestación que le he dicho a tu compañero es la que voy a repetir hasta la saciedad. No la pienso repetir más. No hay ningún problema, es simplemente gestionar una situación de la mejor manera. Et on le voit sur le terrain. Quand Barcola, critiqué pour son manque de réalisme, préfère faire une passe D que de tirer au but. Quand Kvara revient défendre jusque dans les pieds de Donnarumma pour aider Nuno Mendes lorsqu'il monte trop, alors que de base c'est l'ailier qui doit être plus haut. Quand tout le monde se sacrifie, là, on comprend la puissance du message. Il a réussi à leur faire comprendre que le collectif a plus de valeur que l'individuel. Dans un métier où dans la plupart du temps, c'est ta carrière individuelle qui prime. Kvaratskhelia est venu tout en sachant qu'il ne sera pas titulaire indiscutable et que les 11 places se jouent au mérite. Le discours Luis Enrique. On peut aussi prendre l'exemple de Fabian Ruiz. Luis Enrique lui a dit « Écoute-moi, prends mes conseils et tu joueras plus ». Résultat, il est devenu titulaire indiscutable et vraiment essentiel dans le milieu à 3. Il a su imposer une discipline de groupe, tout en étant flexible humainement. Des jours de repos, de la rotation, même pour les cadres. Achraf Hakimi, Dembélé, laissés au repos sur certains matchs, sans souci d'ego. Parce que dans cette équipe, personne n'est plus grand que le projet. Et si le PSG gagne, c'est tout le groupe qui gagne. Si le PSG perd, c'est le groupe entier qui perd. Si Dembélé avait joué tous les matchs, il ne serait peut-être pas ex aequo avec Greenwood au classement des buteurs. Pas d'excuses, pas de joueurs manquant mis en avant. La règle est claire, si tu trahis le collectif, tu ne joues pas. Et tous savent qu'aucun faux pas ne sera toléré. Luis Enrique n'est pas juste un bon technicien, c'est un meneur d'hommes, un homme de principe, un homme de vestiaire. Il a su créer une culture, une mentalité. Le mérite, la solidarité, le jeu pour l'autre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à la veille d'une finale contre l'Inter, une question résonne. Aurait-il pu aller aussi loin s'il avait changé de cap et écouter les journalistes et écouter les critiques? Un detalle que le pareció un poquito menos bueno para trabajar. Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. No me digas que esto es negativo, acojonante. Luis. Vamos, todas las entrevistas. No, es el tío más ¿qué va? negativo de la historia del fútbol mundial. No puedes decir esto, Luis. Hostia, ¿cómo no? Te pido un detalle para saber un día cómo trabajar. ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Luis, es normal que te pido también esto. Es cosas de trabajo para ir adelante. No, Tenemos 3 bueno, minutos. correcto. Si te digo solamente todo positivo. Como ir a lo... En los primeros 25 minutos, para mí el Gen fue mejor que nosotros y digo, o mejoramos o este partido se complica. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? El resto... ¿Es esto? Bueno, ¿Qué? pues porque no son máquinas, son futbolistas. Este señor fue futbolista. El fútbol tiene Luis, cantidad de circunstancias. Es para entender también para los más jóvenes que entiendan lo los del jóvenes fútbol. lo entienden todo. Yo creo que eres tú el que no lo entiende. Ah. La réponse aujourd'hui semble évidente. Non, mais elle aurait été moins évidente quelques mois auparavant.
Il fallait ce chemin-là, ce pari fou. Ce Paris Saint-Germain nouveau, européen, humain. Parfois, les plus grandes transformations viennent d'idées très simples. Mais il faut le courage, la constance et l'intelligence pour les faire vivre. Luis Enrique l'a fait. Et aujourd'hui, c'est toute une équipe, tout un club qui en récolte les fruits. Luis Enrique est supporter parisien. Ici, c'est Paris. Merci. La famille, il reste une semaine avant la grande finale. Un seul match avant de décrocher ce qui serait le plus grand trophée de l'histoire du club. Avant de parler de cette finale, je voulais vous remercier pour la force. On est bientôt 10 000 et je lis tous vos retours sur les formats films. Il reste encore 2 grosses vidéos qui vont arriver avant la finale et après débrief, en espérant que ce soit un débrief positif après une victoire. J'attends votre avis en commentaire sur ce match face à l'Inter. Pour moi, il y a 2 choses à prendre en compte. Le rationnel, les statistiques, la tactique et l'irrationnel, le ressenti, et parler en tant que supporter parisien. Dans cette vidéo, on va aborder les 2 aspects. Du coup, aujourd'hui, pas de montage cinématique, je vais juste vous parler à chaud de pourquoi, pour moi, le PSG va gagner cette finale contre l'Inter de Milan. J'avoue, je vais pas faire l'acteur, je regarde pas du tout les matchs de Serie A. Par contre, j'ai regardé les matchs de Champions League de l'Inter de Milan, que ce soit contre le Bayern ou le Barça, et même des matchs en phase de poule. Pour moi, le constat est le même. C'est une équipe qui joue bas, qui attend, qui mise tout sur les transitions, les longues relances et surtout les coups de pied arrêtés. Si on regarde juste les 2 buts qui leur ont donné l'avantage face au Bayern en moins de 5 minutes, 2 buts sur corner. Et le deuxième corner, sur le but de Pavard de la tête, c'est sur une mauvaise relance du gardien allemand. Dans le fond de jeu, il n'y a pas grand chose. C'est un football vraiment à l'ancienne, assez direct. Et vraiment, pour moi, il n'y a aucun contrôle si on devait comparer avec le Paris Saint-Germain. Après, ils ont des qualités, des très bons joueurs. Ils ont un bon milieu, surtout Barella. Mais par rapport à la saison passée, c'est en dessous. Et on a vu le milieu de l'Inter se faire manger par celui du Barça qui se rapproche beaucoup de celui du PSG. Maintenant, leur milieu, il m'inquiète vraiment pas. Je sais qu'ils auront jamais la balle. Je vois pas un milieu plus fort ou complet que notre milieu à 3 avec Fabian Ruiz, Vitinha, Neves actuellement. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on aura le contrôle du ballon sur tout le match. Il y aura peut-être des temps forts de l'Inter en fin de première période, par exemple, début de seconde période, bref, vous connaissez. Tu peux pas maintenir un contre-pressing et une possession sur 90 minutes. Mais dans la globalité, on sera au-dessus. Et je vais aller plus loin, je trouve même que le milieu d'Arsenal et de Liverpool était beaucoup plus solide et plus dangereux de ce qu'on a eu en 8e et en demi. Donc sur la bataille du milieu, pour moi, on va les manger. Maintenant, sur la phase défensive, ils jouent bloc bas. Ils sont bien organisés en défense, durs au contact, ils se battent sur chaque ballon. Mais leur style, c'est le même qu'on a affronté toute la saison. Des blocs bas, des équipes qui n'arrivent pas à poser le jeu face à notre milieu, qui subissent notre contre-pressing et qui essayent de survivre avec des contre-attaques et des longues relances. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'habitude et qu'on a cette expérience-là de résister aux contre-attaques, comme contre Liverpool au match aller, même si on s'est pris un but à la dernière minute sur les 80 premières minutes du match, on a tenu. Mais globalement, on a grave progressé depuis ces matchs-là, depuis la phase de poule, depuis la contre-attaque et le but qu'on s'est pris à la dernière minute, par exemple contre l'Atlético, et Donnarumma a aussi progressé sur sa ligne. Donc ouais, ils sont solides, ils ont des atouts, mais on a vu plus dangereux sur les contres. Et c'est pas un type de jeu inconnu, c'est pas une surprise. Et c'est là que l'expérience accumulée tout au long de la saison qu'on a au PSG va servir. Et croyez-moi, Liverpool, Arsenal, City, c'était beaucoup plus dangereux devant que l'Inter. Si on compare au Barça, qui en a pris 7 contre l'Inter, je suis désolé, mais c'était pas l'attaque de l'Inter qui était forte, c'était la défense du Barça qui était faible, surtout cette saison. Quand j'ai vu le dernier but en prolongation que s'est pris le Barça, je me suis dit c'est pas possible d'être aussi passif, pas d'agressivité, rien. Alors oui, l'Inter elle a planté des buts, mais nous défensivement c'est solide. En plus dans le jeu dans le dos, je vois mal Lautaro Martinez ou Thuram nous prendre de vitesse. Par contre, leur danger peut venir de leurs latéraux, dont Di Marco parce que c'est solide et rapide. Maintenant de notre côté en défense, on a les meilleurs latéraux du monde et c'est aussi très rapide. Et même quand ils montent haut, les ailiers descendent pour défendre. On l'a vu toute la saison avec Kvara, Barcola, Doué qui redescendent et c'est très rapide. Et aussi Dembélé dans l'axe pour apporter le surnombre. Au final, on défend à 10 avec les attaquants qui descendent défendre. Et puis même s'ils sont bien organisés défensivement, ils se sont quand même pris 6 buts contre le Barça. Et le PSG c'est tout aussi fort que le Barça devant. Ils vont devoir être solides parce que le danger peut venir de partout. On n'est pas à l'abri d'un manque d'efficacité de notre côté ou que Sommer fasse le match de sa vie comme Alisson, mais dans tous les cas, ça va être intensif. Là où je me dis que ça peut être chaud pour nous, c'est pas en transition, c'est sur coup de pied arrêté. Ils vont tout faire pour marquer sur ces moments-là, mais nous on a tenu contre Arsenal et Liverpool, surtout au match retour où on avait beaucoup subi. Mais le facteur à prendre en compte, c'est la progression de Donnarumma sur les sorties aériennes. En ce moment, c'est un mur, il est en confiance, donc moi aussi j'ai confiance. De toute manière, sur une finale, tout peut arriver et pour gagner ce trophée, il faut un grand gardien. Donc là, on compte sur Donnarumma pour rester solide sur les coups de pied arrêtés. Je vais parler français. Cette finale, je l'aborde avec plus de sérénité que si on avait eu Liverpool, City ou Arsenal en face en finale. L'Inter, c'est fort, mais c'est prévisible. Ils vont poser le bus, attendre une ouverture, essayer de nous user. Là, pour moi, dans cette finale, celui qui marque en premier a presque gagné. Si on marque en premier, ils vont se découvrir et ils vont pas assumer les contres de nos attaquants. S'ils marquent en premier, ils vont défendre en bloc et essayer de tenir le score jusqu'à la fin du match. Et si on manque de réalisme ou qu'on touche les poteaux comme contre Dortmund l'année dernière, bah c'est mort, on perd le match.
À mes yeux, il n'y a pas plus complet en Europe que Paris cette saison. Si on prend défense, attaque, milieu gardien et même collectivement, il n'y a pas au-dessus. Donc on a tous les ingrédients pour gagner. Derrière, faut pas oublier aussi que le mec aux commandes, c'est Luis Enrique. Le gars a tout vu, tout gagné en club et surtout il sait gérer une finale. C'est un meneur d'hommes, un tacticien. Il sait comment motiver son vestiaire, comment lire un match, comment s'adapter. Il a transformé cette équipe et c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. C'est plus le PSG des années précédentes, celui qui craquait mentalement en quart ou en demi. Cette année, il y a une vraie solidité, une vraie identité. On a pris beaucoup d'expérience en une saison. Par exemple avec la remontée d'Aston Villa en quart où le PSG a sous-estimé l'adversaire. Bah ça va nous servir. Parce que même si le PSG est favori, on peut être sûr qu'ils vont jamais sous-estimer l'Inter de Milan et rester concentrés pendant 90 minutes. Parce qu'il y en a plein qui parlent de l'argument du match piège, que c'est l'Inter et qu'on va sous-estimer et que donc on va avoir une surprise et perdre. Non, cette fois le PSG a pris de l'expérience et je pense que Luis Enrique va pas les rater sur ça. Donc on peut être sûr que le PSG ne va pas sous-estimer l'Inter. Tout ce que je viens de dire, c'est basé sur des stats, des tactiques et de la théorie. Mais on sait très bien qu'en 90 minutes, tout peut arriver. Et que toutes les analyses du monde ne vont jamais définir ce qui va se passer. Surtout qu'une finale, c'est différent par rapport au tour précédent. Il suffit d'une main, d'une erreur d'arbitrage, d'un penalty, d'une glissade, ou bien qu'un joueur soit pas dans le truc et c'est défaite. Tout va se jouer à des détails. Tu prépares au mieux le match, mais derrière on rentre dans l'irrationnel. Et c'est justement parce qu'il y a de l'irrationnel que je vais oublier toutes les analyses et que je vais vous dire que j'y crois à 100% et que le PSG ne perdra pas. Ce match, c'est pas qu'une finale pour les supporters parisiens. Il y a eu trop de galères, trop de défaites, trop de scénarios qui jouaient contre nous. C'est un match pour l'histoire du club, c'est notre histoire et personne ne va rien faire. Personne ne va toucher à notre histoire. Je vois pas meilleur parcours pour le PSG, pour cette finale, par rapport à 2020. City, Liverpool, Aston, Arsenal, Bayern, Atlético, les tirs au but, les prolongations, à Anfield, l'énergie autour de l'équipe, l'ambiance, la solidarité, le collectif, Luis Enrique. Passer de la 26e place à la finale. Cette coupe est pour le PSG. L'Inter aussi a eu un parcours fort. Ils ont éliminé le Barça. Ils sont en finale pour la deuxième fois en 3 ans. C'est pas un hasard, c'est une grande équipe. Mais c'est pas pour eux, c'est pour Paris, c'est pour nous, pour les joueurs, pour les supporters, pour toute l'histoire qu'on a à écrire cette saison. Il peut se passer beaucoup de choses en 90 minutes, oui, mais moi je vous le dis, cette Ligue des Champions, elle est à nous et on va gagner. Il reste quelques jours avant la finale, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire. Comment vous voyez le match? Est-ce que vous y croyez ou pas? Et restez connectés pour la suite. Merci à tous. On s'attrape. Ici, c'est Paname.